La dystopie est un genre assez à part dans la littérature avec certaines règles. C'est un genre qui se développe de plus en plus. On voit beaucoup de livres sortir. Je voulais savoir ce que tu pensais un petit peu de ce genre-là et si dans ce roman, euh, il y avait assez d'éléments dystopiques, si si c'était bien utilisé donc dans Alors c'est l'histoire. vrai que pour le moment, on voit beaucoup de romans dystopiques sur les étalages de librairie, surtout en jeunesse, mais c'est pas un genre qui est très nouveau. Peut-être le terme dystopie est plus récent, mais Jérémy, donc mon chéri, n'arrête pas de me parler de 1984 de d'Orwell, qui est quand même un livre classique, mais que je n'ai pas lu, donc qui pourrait être classé en dystopie. Je pense également pouvoir, enfin, je pense que je vais lire ce bouquin très prochainement parce que je pense que c'est quand même important de relire des œuvres comme ça qui sont considérées comme cultes et qui pourraient être vraiment les précurseurs dans ce genre. Euh, la dystopie est un genre que j'aime énormément, tout simplement parce que je trouve qu'il fait beaucoup réfléchir, surtout les jeunes. Quand on voit certaines dystopies qui sont très axées sur le côté environnemental, les conséquences que pourrait avoir une mauvaise utilisation des ressources naturelles à plus ou moins brève échéance, je pense que ça peut aussi les faire réfléchir pour un avenir meilleur et pour peut-être éviter justement que ça se produise. C'est un genre que j'aime beaucoup, il est très sombre. Il se passe généralement plein de choses et en plus il nous fait apprécier le monde dans lequel on vit. On n'arrête pas de se plaindre, mais quand on lit un roman dystopique, on se dit bah oui, bah, il vaut peut-être mieux vivre dans le monde dans lequel je suis aujourd'hui plutôt que dans ce monde-là. Alors, est-ce qu'il y a assez d'éléments dystopiques dans Divergent? Pour moi, oui, clairement. Le fait que qu'on parle vraiment de quelque chose qui s'est passé avant, on présuppose des guerres entre les hommes et on arrive à un point où on se dit, bon bah stop, on arrête de se battre, on essaye un petit peu de comprendre pourquoi on se fait la guerre et qu'on essaye de construire un monde pour essayer de l'améliorer, mais on se rend bien compte que c'est pas non plus la panacée et qu'on va pas forcément vers quelque chose de mieux. Oui, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Moi, je trouve que la dystopie est vraiment bien représentée dans ce roman et qu'il n'y a pas grand-chose à en redire. Alors, dans cette dystopie-là, l'auteur a choisi d'intégrer comme élément dystopique donc un système de factions avec des règles bien précises. Donc, je voulais savoir ce que tu avais un petit peu pensé de ce système-là. Eh bien, au début, quand je suis entrée dans ce monde dystopique-là, j'ai pensé que ce système avait des qualités. On essayait vraiment de poser que s'il y avait des problèmes entre les hommes, c'était pas dû à des circonstances extérieures, mais que c'était à cause de nous et des défauts inhérents qu'on a. On a beau dire, on est tous un petit peu égoïstes, tous un petit peu lâches, tous un petit peu menteurs en nous. J'ai bien aimé ce principe-là d'élever des valeurs et essayer justement de les faire triompher. Donc ça m'a plu au tout début. Mais j'ai vite remarqué que ce système avait ses limites, tout simplement parce que on a beau dire, hein, je pense qu'on rentre toujours dans les mêmes travers. On a beau essayer euh, de mettre en valeur des valeurs, justement. On arrive, il y a toujours une valeur, enfin, il y a toujours un gros défaut et celui-là, il n'est pas mis en avant dans les factions, justement, il est combattu par aucune des factions. C'est que il n'y a rien à faire. Malgré qu'on essaye de trouver une paix, d'essayer de trouver un terrain d'entente, il faut toujours que l'homme, peu importe dans la faction qu'il est, se dise ma valeur, ma faction est meilleure que celle des autres. Et dès lors, forcément, il y a toujours des conflits qui en aboutissent du moment où on n'arrive pas à se dire que les cinq valeurs qui sont mises en avant, les cinq factions se complètent et doivent agir pour le mieux, et qu'il y en a un ou l'autre, enfin tous quasiment, qui disent moi ma faction elle est meilleure, la valeur que je prône elle est meilleure, et qu'on essaie de faire cette propagande dans le cerveau des gens en disant que c'est cette façon-là de penser qui prévaut et pas les autres, mais il y aura toujours des problèmes. Elle n'a rien d'enviable cette société, puisque de toute façon, même si on essaye de trouver une solution, la solution qui est apportée amène d'autres problèmes. C'est un cercle sans fin. Donc, si toi tu avais passé donc ces fameux tests, est-ce que par rapport aux résultats qui auraient été donnés, tu aurais choisi la faction que te donnaient les tests ou est-ce que tu aurais choisi une faction complètement
différentes. Alors, dans quelle faction je serais allée? Eh bien, je ne serais pas allée chez les audacieux. Je ne serais pas allée chez les audacieux parce qu'il faut savoir se battre, qu'il faut surmonter ses peurs et que moi, je suis une grosse doudouille qui a peur de tout et que, en général, quand je suis surmontée à un gros stress, à une grosse, je panique. J'ai totalement le cerveau qui s'éteint là. Je ne réfléchis plus de manière rationnelle. Donc, pour moi, les audacieux, c'est pas du tout ça. Ensuite, je ne serai pas non plus une bonne altruiste, je pense, tout simplement parce que je reconnais que je suis un peu égoïste. Même si je faisais faire passer mes proches, ma famille, mon chéri avant, voilà, si je monte dans un transport en commun, je suis crevée, que je dois prendre, j'y reste plus qu'un siège, je le prends, je laisse pas ma place à quelqu'un d'autre en me disant il y aura toujours un jeune, plus jeune que moi, qui sera moins fatigué que moi, qui pourrait laisser sa place à une vieille dame, par exemple. Donc, et puis bon, il faut savoir se taire à table quand on est altruiste, faut pas parler de soi, il faut parler plutôt en nous plutôt qu'en je. Non, c'est pas moi, je le reconnais, je le sais, c'est un de mes défauts, donc j'essaye de le combattre chaque jour, mais je ne ferai pas une bonne altruiste, ça je le sais. Alors chez les sincères, je pourrais y aller parce que je suis quelqu'un qui respecte l'honnêteté, qui ne mange pas presque jamais. Je reconnais mes torts quand je sais que j'ai tort. Mais d'un autre côté, voilà, quand on passe l'initiation chez Sincère, il faut faire... on vous injecte un sérum de vérité et là, vous crachez tout ce que vous avez à l'intérieur de vous pour ne plus avoir de secret pour personne. Mais moi, j'estime que chacun a droit à son petit jardin secret, des choses qu'on a envie de garder pour soi et de partager avec personne. Donc ça, j'y tiens et c'est pour ça que je n'irai pas chez les sincères. Au début, je serais allée chez les érudits. Ça, c'est une faction qui me branchait énormément puisque connaissance, livres, lecture, toujours une soif de savoir, c'est quelque chose qui me ressemble énormément. Donc oui, je serais allée chez les érudits, mais vu leur évolution dans le bouquin, il y a des choses tellement dérangeantes avec cette faction-là que je pense que je ne m'y sentirais pas non plus à ma place par rapport à ça. Donc il reste plus que les fraternels du coup, hein. Donc moi, je pense que je pourrais être chez les fraternels. Je respecte des valeurs, hein. La non-violence. Je suis pas quelqu'un de dangereux, hein, comme je vous l'ai dit. Je vais pas vers quelqu'un pour aller le frapper ou quoi que ce soit. Ça me ressemble pas du tout. D'ailleurs, je ne sais pas frapper. Bon, je suis parfois un peu agressive, mais bon, hein, on a tous nos sautes d'humeur, hein, vous savez bien. Mais voilà, tout ce qui est amitié, amour, vous savez, tout ça, ça compte pour moi. J'ai vraiment un cercle d'amis très très proche et vis-à-vis d'eux, je pourrais faire n'importe quoi. Donc oui, chez les fraternels, je pense que je pourrais y avoir ma place. Donc on sait que le livre va être adapté en film. Est-ce que tu as déjà des petites idées concernant des acteurs potentiels pour Tris, 4 ou quelqu'un d'autre ou pas du tout? Plutôt tête connue ou Alors ça, c'est inconnue? une question super dure. Tout simplement parce que je ne me mets pas des têtes connues quand j'imagine les personnages dans ma tête. Sauf évidemment si j'ai vu l'adaptation ciné avant, comme par exemple avec Harry Potter, où j'avais vu le film avant le lire la saga. Bon, bah, Daniel Radcliffe est resté en tant qu'Harry Potter. Pareil, quand j'ai vu Twilight, Bella c'était Kristen Stewart et Edward c'était Rob Pattinson. Mais là, j'ai pas vraiment d'idée. Je pense pas encore trop au film en fait. J'attends un petit peu de voir ce que donnera le casting. Donner des noms, je saurais pas parce que chez les jeunes acteurs actuellement, vu que je ne suis plus trop l'actualité ciné ni les séries télé, je sais pas trop quels jeunes acteurs, pardon, pourraient interpréter Triss et 4. Maintenant, savoir s'ils doivent être connus ou pas, ça dépend. Il y a des personnages, je pense que par exemple Daniel Radcliffe, on aura toujours Harry Potter en tête quand on le verra. Donc il y en a qui sont un petit peu risqués, donc il y en a peut-être qu'il faudrait prendre des têtes un petit peu inconnues. Surtout pour 4, généralement les filles aiment bien d'avoir des garçons associés. Bon ben on a Rob Pattinson, c'est Edward. On aime bien avoir un type associé à un mec et donc il faudrait pas non plus que, vu qu'on flash sur les mecs quand ils sont sur papier, ben on aime bien d'avoir sur l'écran quelqu'un de différent à chaque fois parce que sinon je pense que ça collerait pas. Donc je pense que pour le gars, en tout cas, il faudrait prendre quelqu'un de pas très connu. Et pour la fille, à voir. J'ai pas de nom d'actrice à donner comme ça. Dernière question, est-ce qu'il y a une question que tu m'as posée et que moi je ne t'ai pas posée et que tu aimerais répondre? Alors non, il n'y a pas vraiment de question. Je pense que ça a été complète.
10 questions, moi j'en ai fait que 7. Donc je pense que tu as plus couvert tout que moi, puisque tu as aussi parlé du film. La seule question que je t'avais posée et qui ne se retrouve pas dans les tiennes, c'était par rapport au style de l'écriture, savoir si tu l'avais trouvé ennuyeux ou en totale adéquation avec le roman. Et mais si je devais répondre à cette question, je dirais la seconde, qu'il est en totale adéquation avec le roman et que c'est très vivant, que les descriptions ne sont pas du tout plombantes, que elles sont vraiment, comment dire, lues avec simplicité, puisqu'on est tellement dedans qu'on ne se rend pas compte qu'il y a des pages où il n'y a pas du tout de dialogue, des pages où on pourrait se dire, oh là là, toute la brique à lire. Non, tout passe très bien, tout passe très vite, c'est vraiment très agréable à lire, très rythmé, une bonne dynamique, enfin c'est un excellent premier roman d'auteur. Et bien voilà, ce Voilà. premier face-à-face avec Galéane prend fin, j'espère que ça vous aura plu. Moi en tout cas j'ai beaucoup aimé répondre aux questions de Galéane et j'espère qu'elle prendra autant de plaisir à répondre aux miennes. En tout cas j'attends sa vidéo avec impatience pour voir un petit peu ses réponses. On devrait refaire ce petit rendez-vous prochainement parce que je pense que ça nous a plu à toutes les deux. On a pu en discuter un petit peu sur Skype tout à l'heure. On va peut-être essayer d'améliorer un peu comment dire, la vidéo pour qu'il y ait un chat en live entre elle et moi et pas forcément des questions préenregistrées pour que ce soit encore plus vivant. Donc on va essayer d'améliorer tout ça, mais en tout cas, la chose est sûre, c'est qu'on en refera parce que c'était bien sympathique comme petite expérience. Voilà, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao!